Martine et les déficits publics. Épisode 1. Le coût des déficits. On s'en doutait. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu au cours de ces 30 dernières années. Édouard Balladur, France 2, juin 94. Première des choses, Alain Duhamel, il faut diminuer les déficits publics. Il y a trop de déficits dans notre pays. Aujourd'hui, je le répète, la France a un problème. Jacques Chirac, France 2, octobre 95. Elle a un problème financier, elle a des déficits. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. France 2, juillet 97. Les déficits publics, ce sera entre 3,5 et 3,7% du produit intérieur brut. C'est trop pour Maastricht. Des prévisions de croissance à la baisse, un endettement qui s'aggrave. Thierry Breton, France 3, juin 2005. La France vit au-dessus de ses moyens, a déclaré aujourd'hui Thierry Breton. Et il a mis les points sur les i, il faut travailler plus. Bref, vous l'aurez compris, la France a un problème de déficit. Mais depuis la déclaration fracassante de notre ancien Premier ministre Fillon en 2007, le doute n'est plus permis. C'est une déclaration économique qui a retenu l'attention. France 2, septembre 2007. François Fillon n'a pas hésité à affirmer que la France est en situation de faillite financière. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Alors, s'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Eh oui les amis, faillite, carrément. L'État français, pourtant la seconde puissance industrielle de l'Union européenne, la 5e puissance économique mondiale, est en situation de faillite. On a tellement dépensé pendant ces 30 dernières années, on a tellement creusé les déficits de la France sans se soucier des conséquences pour les générations futures, qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Alors maintenant, terminez les bamboulas à crédit. On ne peut plus se gaver de prestations sociales ou se la couler douce planquée derrière un ordi dans les administrations publiques. Le consensus est général, même la gauche et le centre sont à l'unisson, il va falloir se serrer la ceinture. D'ailleurs, tenez, regardez, c'est pas compliqué à comprendre. Comme n'importe quel budget de n'importe quel bon père de famille, le budget de l'État se compose de recettes et de dépenses. Et, bien naturellement, si les dépenses s'avèrent plus importantes que les recettes pendant plusieurs années, crac, c'est le dépôt de bilan. Aussi prévisible que 2 et 2 font 4. Eh bien voilà la situation de la France aujourd'hui. Alors, oui, il y a bel et bien des déficits. Mais Martine est une petite curieuse. Pas folle la guêpe. Elle sent vaguement qu'un budget photographié sur le vif fait un peu fake. Le regarder évoluer, ça c'est autrement plus parlant. Alors, regardons-y de plus près avec elle. Bon, comme n'importe quel budget, disions-nous, le budget public global de l'État se compose de recettes et de dépenses. Ici, il s'agit de recettes fiscales d'un côté, issues principalement des impôts sur les sociétés, la fortune, le patrimoine, les impôts sur le revenu, ainsi que des taxes et cotisations. Et de l'autre côté, nous avons les dépenses publiques, principalement d'investissement, de fonctionnement, de subventions et de prestations sociales. Bien sûr, il faudrait aussi rajouter les frais de remboursement des emprunts d'État, mais justement nous y reviendrons un peu plus loin. Alors maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car si nous examinons ces dépenses sur plusieurs années, avec les yeux de nombreux économistes, entre autres Michel Husson, Jacques Généreux, Lee Mwang-nok, Frédéric Lordon, ou de professeurs de finances publiques tels que Michel Prats, ou de politologues tels que Suzanne Georges, ou encore du président du Conseil économique et social Jean-Paul Delevoye en personne, mais la liste est encore longue, eh bien nous découvrons que, ô surprise, sur ces 30 dernières années,
ces dépenses ont évolué au même rythme que la production de richesse nationale. Ce qui veut donc dire concrètement que les dépenses de l'État français sont restées stables. À ce titre, il faut rétablir un certain nombre de vérités. Lee Mwang-nok, économiste à France 24 en septembre 2007. La part des dépenses publiques dans le PIB n'a pas augmenté depuis 25 ans. Elle est restée stable à 53% du PIB. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne regarde pas sur la durée. Jean-Paul Delevoye à France Culture en juillet 2013. Depuis 1980, les dépenses de l'État sont restées à peu près stables. Les dépenses. Eh oui, on peut certes discuter de la structure de ces dépenses. Les dépenses de prestations sociales ont un peu augmenté, les dépenses de fonctionnement ont un peu baissé. Mais en tout état de cause, prétendre qu'on a trop dépensé et que c'est la raison des déficits chroniques du budget de la France est parfaitement faux. Bon, mais évidemment, nos chers élus et chroniqueurs médiatiques de tout poil nous rétorqueront alors que ce n'est pas le problème, que de toute façon c'est au regard des recettes que nos dépenses restent trop importantes. Merci de l'invitation, jetons donc un œil aux recettes. Et là, aux surprises, c'est justement l'inverse. Nos économistes, politologues et autres professeurs de finances publiques nous apprennent que ces recettes ont carrément reculé d'environ 20% au cours de ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Henri Emmanuelli, ancien secrétaire d'État au budget, sur France Inter en mars 2011. Il s'est passé en réalité qu'entre la gauche et la droite, on a réduit très sérieusement les recettes. On a supprimé à peu près 300 milliards de francs. Au cours des 10 dernières années, Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, sur France Inter en mars 2011. En tripatouillant à la baisse les impôts, on a privé le budget de l'État et de la sécurité sociale, accessoirement, de 100 milliards. En ayant étudié de façon très précise ce qui s'est passé depuis 10 ans, Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances, UMP, sur France Inter en mars 2011. je montre que si on prend toute cette période, les recettes du budget de l'État ont diminué de 100 milliards d'euros. Et comment ça s'explique, me direz-vous? Eh bien, c'est le fameux libre-échange, organisé et voté en notre nom par nos représentants nationaux, précisons-le, qui, en mettant en concurrence sociale et fiscale tous les pays européens, a incité la France, pour rester attractive, à programmer en faveur des plus riches, des rentiers, des grandes entreprises, des détenteurs de capitaux, des dispositifs fiscaux avantageux. De baisse d'impôts sur les sociétés, sur le patrimoine, la fortune et les droits de succession, d'exonération de cotisations sociales et patronales, de défiscalisation des heures supplémentaires, de déductibilité sur les intérêts d'emprunt, de baisse des taux et de réduction des tranches de l'impôt sur le revenu, etc., etc. J'en passe, la liste est longue comme le bras. Ça veut dire qu'effectivement, toute la compétitivité Jean-Paul Delevoye a fait en sorte que dans les États, il y a eu systématiquement des dispositifs fiscaux qui ont diminué les recettes de l'État. Autant de ressources qui, justement, constituaient une part importante des recettes de l'État. Ainsi manque au budget de la France 150 milliards d'euros de niche fiscale environ, dont les 2/3 sont inutiles selon l'inspection générale des finances, presque 30 milliards d'exonération de cotisations sociales à peu près, 40 milliards de fraude fiscale tolérée, 30 milliards évaporés depuis la modification du barème de l'impôt sur le revenu. Et voilà comment les recettes du budget ont dégringolé. Gilles Carrez. Par exemple, les baisses d'impôts de 2000. Il y a eu baisse d'un point de la TVA, baisse de l'impôt sur le revenu, suppression d'une partie de la taxe d'habitation qui était payée aux régions, suppression de la part salaire de la taxe professionnelle. Vous additionnez le tout, 15 milliards d'euros. Henri Emmanuelli. La vignette disparue, 12 milliards de francs. La base salaire dans la taxe professionnelle, 75 milliards de francs à l'époque. Bon, l'amendement Copé, ça a coûté 20 milliards d'euros en 2 ans. Jacques Généreux. Si simplement on appliquait le barème d'impôt qui était en vigueur à la fin des années 90, il y aurait 20 milliards d'euros de recettes fiscales par an supplémentaires dans les caisses de l'État. Allez, vous en voulez encore un petit peu?
La crise économique actuelle, entretenue et aggravée par les politiques d'austérité des gouvernements européens, c'est désormais clair, et même le FMI et la Banque mondiale l'ont reconnu. Eh bien, cette quasi-récession fait qu'aujourd'hui, il y a encore moins d'investissements, moins d'activités économiques et moins d'emplois. Donc forcément, encore moins de recettes fiscales. Donc, s'il y a bien des déficits, ce ne sont pas à cause des dépenses de services publics ou de santé qui auraient explosé, mais à cause des recettes que nos élus se sont acharnés pendant 30 ans à sacrifier en allégeant les impôts et taxes des plus riches et des grandes sociétés. Suzanne Georges, politologue sur France Inter, en juillet 2013. On n'est pas endetté parce qu'on a commencé à dépenser des cents et des mille pour la santé, pour l'éducation, pour la culture. On est endetté parce qu'il fallait que les États fassent plus avec moins d'impôts qui rentraient. On ne dit jamais aux Français, oui, Henri Emmanuelli. il y a un déficit budgétaire, parce qu'en réalité, on a supprimé 300 milliards de francs. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Michel Sapin. la France aurait pu être à l'équilibre si on n'avait pas subi cette phobie de l'impôt. Oups, attendez, j'oubliais le meilleur. Car il faut encore poser la cerise sur ce magnifique gâteau. Parce que des déficits publics, il y en a toujours eu, ça n'a même rien d'exceptionnel en réalité. Alors, comment faisait l'État pour les combler avant? Eh bien, il avait 3 solutions à sa disposition. L'augmentation des impôts et des taxes, la création de monnaie supplémentaire par sa banque centrale, ou l'emprunt. Bon, alors l'augmentation des impôts et des taxes, on oublie tout de suite. Puisque, comme on vient de le voir, ça fait justement 30 ans qu'on a tout fait pour les réduire. Donc ça, c'est grillé. Voyons la seconde solution. Pendant longtemps, c'est la création de monnaie par les banques centrales qui a permis de financer les programmes publics lourds et de couvrir les déficits. Sauf que, en 73, en France, puis en 99 à l'échelon européen, nos représentants politiques ont eu la bonne idée de décider et voter en notre nom l'interdiction formelle pour les banques centrales de financer directement les États. Trop de risques d'inflation, paraît-il. En tout cas, une chose est sûre, plus question d'avoir recours à cette solution. Ne reste alors que l'emprunt, auprès des banques et sur les marchés financiers. Bon, mais alors, c'est bon? Voilà nos déficits publics comblés, non? Eh non, raté. Car qui dit emprunt dit paiement des intérêts. Et voilà nos dépenses publiques qui finalement explosent du fait du service de la dette, le paiement des intérêts d'emprunt. Et donc, à un moment donné, Jean-Paul Delevoye. on a triché puisqu'on a compensé cet écart entre la diminution des recettes et la stabilité des dépenses par l'emprunt. D'où la dette. Et maintenant, pour le plaisir, résumons cette sympathique petite histoire des déficits. En 30 ans, contrairement à ce qu'on nous répète du matin au soir, les dépenses habituelles de l'État sont restées stables. Alors que, grâce aux politiques fiscales et budgétaires décidées par nos chers élus, les recettes fiscales, elles, ont nettement diminué. Pour couvrir les déficits occasionnés par ces politiques, il a fallu, seule solution qui nous reste, emprunter sur les marchés financiers, emprunt dont le paiement des intérêts a fait exploser les dettes publiques. Et pourtant, par un étrange mystère qu'on ne s'explique pas bien, ce sont les dépenses de fonctionnement et de prestations sociales qui seraient responsables des déficits chroniques de la France et doivent donc diminuer. Parce que là maintenant, ça suffit, il y a vraiment de l'abus. La société, pour fonctionner de façon harmonieuse, Gilles Carrez, UMP. Elle a besoin de dépenses. Et face à ces charges communes qui font le bien-être de chacun, face à ces charges, il faut des recettes. Et dire que le problème des finances publiques ne peut se traiter qu'en réduction de dépenses, je conteste complètement cette analyse. Complètement. Or, des fois que le lien ne soit pas évident, les conséquences de la réduction de ces dépenses-là, concrètement, c'est non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, fermeture de classes, voire d'écoles, regroupement de services hospitaliers, donc fermeture de maternités, de services médicaux spécialisés, de structures sanitaires et sociales, fermeture de tribunaux et de palais de justice,
des remboursements de médicaments et d'actes de soins, réduction drastique, voire carrément abandon, de subventions aux nombreuses associations du secteur de l'économie sociale et solidaire, durcissement des conditions d'accès au droit à l'indemnité chômage, à diverses allocations, à la retraite, etc., etc., j'en passe et des meilleurs, la liste s'allonge tous les ans. Bref, ça veut dire régression larvée des droits des citoyens et des services collectifs de la nation, qui assurent un minimum de justice sociale et sont souvent le seul bien de ceux qui n'ont rien, ou presque. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui 100 milliards d'euros à économiser sur le budget de l'État? Nicolas Sarkozy. Premièrement, nous avons diminué le nombre de postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons 34 000. Il n'y a pas d'autre choix, David Pujadas. Bien sûr que le lien existe. Michel Sapin, sur France Inter. La moitié des fonctionnaires de l'État, ce sont des agents de l'éducation nationale. Donc quand vous diminuez le nombre des fonctionnaires, vous commencez d'abord et avant toute chose par diminuer le nombre des profs. Et après, ça a des conséquences dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Suzanne Georges, sur France Inter, en juillet 2013. Alors bon, il faut que quelque chose cède, et c'était justement toutes les dépenses culturelles et toutes les dépenses qui font qu'on a encore, pour quelque temps, un modèle social européen. Mais on fait tout pour le détruire. Alors vous, je sais pas, mais Martine, elle s'en pose des questions. Et plutôt pertinente encore. Est-ce bien elle qui dépense à tort et à travers les deniers de l'État? Est-elle vraiment responsable de ces fameux déficits publics et de la dette française? Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu en train de se foutre de sa gueule? Ça se discute. Parce qu'il y a aussi énormément de fausseté dans ce que vous entendez tous les jours. On ne dit jamais aux Français, oui, il y a un déficit budgétaire, parce qu'en réalité, on a supprimé 300 milliards de francs. Alors, nous avons vécu au-delà de nos moyens, c'est faux. On n'est pas endetté parce qu'on a commencé à dépenser des cents et des mille. Alors, s'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Tous les mensonges qui sont proférés tout le temps, c'est pour ça qu'on finit par y croire. quand on nous dit après, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas comment faire, mais si. Mais j'ai de l'espérance parce que je crois que les gens ne sont pas idiots. Je crois que si on leur explique avec des termes simples ce qui se passe, parce qu'on utilise aussi un vocabulaire, il faut bien le dire, très complexe. Bonjour à tous. Début cet après-midi à l'Assemblée du débat budgétaire. Il s'agit du projet de loi de finances pour 2014. Or, certains secteurs vont devoir se serrer la ceinture.